Bonjour Vincent Nouzil. Bonjour. Votre livre s'appelle « Les tueurs de la République » et c'est publié chez Fayard, alors paru avant les attentats il y a 15 jours maintenant à Charlie et à l'Hypercacher. Mais c'est un peu avec cette idée en tête qu'on le lit désormais, on ne peut pas s'en empêcher en tout cas. Et vous racontez donc, j'allais presque appeler ça ces guerres parallèles et secrètes en tout petit comité qui sont lancées par nos dirigeants pour éliminer ceux qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale. Et ce qui est finalement très étonnant, vous commencez par là, c'est que François Hollande apparaît comme sans état d'âme, assez va-t-en-guerre finalement dans son genre. En tout cas, il use depuis son arrivée au pouvoir de ce genre de choses, donc des assassinats ciblés. Oui, c'est une des grandes découvertes de mon enquête que j'ai démarrée avant qu'il soit élu, donc il y a plus de 3 ans. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans l'enquête, le recoupement des faits, l'accumulation des faits, la recherche de témoins importants, eh bien je me suis rendu compte qu'effectivement, François Hollande était de tous les présidents de la République de la Ve République, probablement celui qui assume le plus en secret des opérations clandestines. Alors, elles peuvent être de plusieurs natures, pas que des assassinats ciblés, bien sûr, mais aussi On parle des d'opérations assassinats spéciales. on parle Le sens est d'opérations large. spéciales, on parle de guerres qui sont larvées souvent, non pas toujours déclarées, sur des terrains qui peuvent être évidemment celui de l'Afrique, du Moyen-Orient. Évidemment, le principal motif, c'est la lutte contre le terrorisme. Et vous dites même qu'il a une liste de noms qui est quasiment à portée de main. Il y a du monde sur cette liste-là. Ils sont que 4, à savoir d'ailleurs qui sont les noms à l'intérieur. Et c'est jamais très loin de lui, ça. Oui, c'est une liste qui a été établie en partie par les militaires sur la base de renseignements sur, par exemple, les leaders d'AQMI pendant la guerre au Mali, mais aussi... Et avant lui, c'est une liste qu'on se repasse, j'imagine. C'est une liste qu'on se repasse, mais je pense que depuis qu'il a pris le pouvoir en 2012, du fait de son tempérament, qui est peut-être plus guerrier qu'on ne le croit, plus va-t-en-guerre, du fait de son entourage, notamment son chef d'état-major particulier, qui est un général extrêmement que vous le qualifiez de voilà, vous employez le mot faucon. Ouais. Voilà, on pourrait presque penser d'ailleurs qu'il y a une espèce de dérive quasiment néoconservatrice dans le pouvoir actuel. Au sens américain, vous voulez dire? Au sens américain, tout à fait. Il y a d'abord les mots employés, la guerre globale contre le terrorisme, un certain nombre d'amalgames qui peuvent être faits, et puis on l'a vu évidemment de manière visible lors de l'opération Serval au Mali, carrément des consignes extrêmement dures. Et il ne s'agissait pas de faire des prisonniers, il s'agissait de tuer, de décapiter les réseaux terroristes. Et au sein de cette guerre visible, on mène des opérations plus ciblées, qui sont des opérations de neutralisation, comme on dit, des cibles de haute valeur, les high value targets dans le langage militaire américain. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a un Serval bis, en fait, quasiment. En fait, il y a un Serval dans parallèle. les opérations, il y a les opérations militaires classiques, et puis à l'intérieur de celle-ci, en parallèle de celle-ci, et bien souvent en amont, avant qu'elle ne démarre, eh bien, on envoie des tireurs d'élite, des membres des forces spéciales et des gens du service action de la DGSE pour opérer. C'est ce qui s'est passé dès le début des années 2000 au Sahel. Et puis, lorsque ça n'a pas été suffisant, on a commencé par la DGSE, action clandestine. Ensuite, à partir de 2008, on a eu des missions de ce qu'on appelle la Task Force Sabre, qui était en fait un détachement de forces spéciales qui était dans plusieurs pays, totalement clandestin aussi. Donc, il y a une espèce de confusion entre l'action de la DGSE, les services secrets purs, et puis une partie de l'armée, des forces spéciales, qui sont aussi chargées de ce type d'opération. Mais alors, Vincent Nouzil, ces opérations, elles existaient avant. Vous dites par exemple que Valéry Giscard d'Estaing est qualifié d'une mentalité de tueur au sang-froid. François Mitterrand était quelqu'un de plus louvoyant, mais ça fonctionnait quand même. Chirac, un peu plus hésitant. Ces opérations sont reparties sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande encore plus. C'est ce que vous dites. Est-ce que c'est une question de personne ou une question de contexte? Il y a les deux qui jouent, évidemment. Il faut savoir qu'au moment des attentats du 11 septembre, par exemple, le contexte aurait pu favoriser ce type d'opération clandestine. Or, Jacques Chirac était extrêmement prudent, voire très timoré sur par exemple, des représailles qu'on pourrait exercer. Il paraît qu'il a jamais donné l'ordre. Vous racontez, après l'assassinat de Massoud notamment, il y avait une possibilité. Et puis il y a des notes que je cite, notamment du général Rondeau, qui était conseiller... L'ordre est jamais venu, voilà. en fait. En fait, effectivement, on parlait de venger Massoud, d'une instruction qui aurait été donnée à une cellule alpha, dont je dévoile un petit peu l'histoire, qui est l'histoire d'une cellule ultra clandestine au sein de la DGSE, qui est chargée de ce type d'opération depuis, en gros, les années 80. Eh bien, cet ordre n'est pas venu parce qu'il y avait d'un côté le ministère de la Défense, qui était plutôt favorable à des opérations dites homo, pour homicide, et puis le président de la République, qui donne, de toute façon, son feu vert définitif. Et là, Jacques Chirac était extrêmement prudent. Alors, vous l'avez un peu évoqué, la crainte, effectivement, c'est une dérive. On est très loin de ce qu'au font les Américains, qui eux l'assument très bien et qui le font par drone. On utilise d'ailleurs parfois les drones des Américains. Oui, c'est ce que j'ai découvert.
on n'est pas totalement innocent, on est même parfois un peu hypocrite dans cette guerre, puisque En utilisant leurs moyens pour faire ce qu'ils font, en fait. on dit qu'on ne fait pas d'assassinat ciblé, en fait, on en fait. Et puis de temps en temps, quand on n'a pas les moyens de frapper nous-mêmes, on demande aux Américains de le faire. C'est ce qui s'est passé notamment en Somalie en septembre dernier, lorsqu'un des leaders des Shebab, donc les islamistes somaliens, a été exécuté par une frappe américaine, mais sur la base de renseignements français, pour venger la prise d'otage d'un agent de la DGSE. Et une dernière chose, Vincent Nouzil, même si nous, effectivement, on privilégie plus les actions commando, les actions de contact, est-ce que, vous l'avez un peu évoqué, vu le contexte, et probablement aussi parce que les gens en France réclament de la sécurité, enfin, il y a ces éléments-là qui nous entourent, est-ce qu'on peut aller vers un engrenage à l'américaine, justement? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est préservé contre ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que nous sommes d'ailleurs déjà dans un engrenage et qu'il y a eu déjà des dommages collatéraux dont on ne parle pas beaucoup. Mais ces opérations clandestines, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est d'intérêt de les raconter un petit peu dans le détail, comme je le fais dans mon livre, ça risque aussi de nous entraîner dans des nouvelles formes d'engrenage. Voilà, en tout cas, ça se lit comme un roman d'espionnage, mais sauf que tout est vrai à l'intérieur. Ça s'appelle Les Tueurs de la République, signé Vincent Nouzil, publié chez Fayard. Merci beaucoup. Merci.